Nous allons commencer cette actualité internationale avec le Maroc. Le Maroc va accueillir son premier TGV. Ce TGV sera le premier TGV d'Afrique. Donc suivez en image. Le président Nicolas Sarkozy a donné ce jeudi à Tanger, accompagné du roi Mohamed VI, le coup d'envoi des travaux pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Tanger-Casablanca. Nicolas Sarkozy ne pouvait manquer le lancement des travaux du premier TGV sur le continent africain et dans le monde arabe, surtout si une entreprise française, en l'occurrence Alstom, est à l'œuvre. Le président français a fait une visite de quelques heures à Tanger ce jeudi pour donner le coup d'envoi de la construction du train Tanger-Rabat-Casablanca. Après une cérémonie à la gare de Tanger, Nicolas Sarkozy s'est entretenu avec le roi Mohamed VI au palais Marchand lors d'un tête-à-tête suivi d'un déjeuner de travail. Un chantier de 3 milliards, 4 ans après l'annonce du projet, les travaux peuvent donc commencer. Ce chantier devrait permettre l'entrée en service en 2015 d'un train pouvant aller jusqu'à 320 km/h reliant Tanger à Casablanca et réduisant de plus de la moitié de temps de parcours entre ces deux villes qui passera de 4h45 à 2h10. En deuxième point, nous allons entrer en Tunisie. Après la chute du régime Ben Ali, une campagne électorale aura lieu le 23 octobre. Les nouveaux élus seront chargés d'écrire la nouvelle constitution de ce pays. Suivons ça en image. Le premier scrutin, 9 mois après la chute de l'ex-président Ben Ali, la campagne électorale afin de désigner une assemblée constituante le 23 octobre débute ce samedi en Tunisie. Les nouveaux élus seront chargés de rédiger une nouvelle constitution. La campagne électorale en Tunisie démarre officiellement ce samedi en vue des élections d'une assemblée constituante le 23 octobre, premier scrutin depuis la chute du régime Ben Ali le 14 janvier. Quelques 1424 listes, soit près de 11 000 candidats, se présentent dans les 27 circonscriptions de Tunisie, selon les dernières statistiques de l'instance supérieure indépendante pour les élections rapportées par l'agence TAP. Les Tunisiens de l'étranger qui disposeront de 19 sièges sur les 218 de la future Assemblée voteront dans les 6 circonscriptions, 2 en France, une en Italie, une en Allemagne, une pour l'Amérique du Nord et une pour les pays arabes. Le troisième élément de cette actualité internationale sera le Rwanda, avec la justice a rejeté la demande d'extradition de la veuve du président Habyarimana. Mercredi, la demande d'extradition de la veuve de l'ex-président rwandais, formulée par Kigali, a été rejetée par la Cour d'appel de Paris, accusée de crimes contre l'humanité dans le cadre du génocide de 1994. Agathe Habyarimana s'est dite soulagée. Mercredi, la demande d'extradition de la veuve de l'ex-président rwandais, formulée par Kigali, a été rejetée par la Cour d'appel de Paris. Accusée de crimes contre l'humanité dans le cadre du génocide de 1994, Agathe Habyarimana s'est dite soulagée. La Cour d'appel de Paris a rejeté mercredi la demande d'extradition formulée par le Rwanda. Agathe Habyarimana, la veuve du président rwandais dont l'assassinat avait déclenché le génocide de 1994, installée en France, Agathe Kandinza, veuve Habyarimana, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis en octobre 2009 par les autorités rwandaises pour génocide et crimes contre l'humanité. Dans le cadre de ce mandat d'arrêt, elle avait été brièvement arrêtée et entendue par la justice française en mars 2010, quelques jours après une visite de Nicolas Sarkozy au Rwanda, la première d'un président français depuis le génocide. Je suis soulagé, j'ai toujours fait confiance à la justice française, a réagi Madame Habyarimana après la décision de la Cour d'appel rendue en sa présence et celle de plusieurs de ses proches. De son côté, le procureur général du Rwanda, Martin Ngonga, a déclaré ne pas être surpris. Il n'y a aucun précédent d'extradition depuis la France, a-t-il dit à l'AFP. Et pour clôturer l'actualité internationale, nous allons finir par l'Afrique du Sud. Le plus gros scandale de corruption post-apartheid mis sur le devant de la scène. Suivez ce reportage. Depuis une décennie, la politique sud-africaine est minée par une affaire de corruption liée au plus gros contrat d'armement signé depuis la fin de l'apartheid. Jacob Zuma et une filiale de Thales seraient concernés. En effet, le 15 septembre dernier, le président Jacob Zuma annonçait la création d'une commission d'enquête
visant à étudier les conditions dans lesquelles les plus gros contrats d'armement signés depuis la fin de l'apartheid avaient été conclus. Ce programme de 5 milliards de dollars, finalisé en 1999, visait à rééquiper l'armée sud-africaine dont le matériel n'avait pas été renouvelé depuis longtemps, en raison des sanctions imposées par l'ONU au régime de l'apartheid. Plusieurs hommes d'affaires ainsi que des politiques sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin dans cette affaire connue sous le nom de Arms Deal. Maintenant, rentrons dans l'actualité congolaise. Nous allons commencer cette première actu congolaise par les élections. La Cour suprême de justice commence l'examen des contentieux préélectoraux. Les plaintes sont portées par des candidats eux-mêmes ou par des partis politiques eux-mêmes. En effet, la Cour suprême de justice a examiné vendredi 30 septembre environ 40 affaires portées en justice contre la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Les plaintes sont portées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des partis politiques. 5 sortes de plaintes principalement se sont dégagées. Les omissions de noms, les erreurs, les contestations de qualité, les invalidations, les dénonciations au sujet des listes qui contiennent plus de candidats que le nombre de sièges à pourvoir dans certaines circonscriptions. Les cas d'omission ont été les plus nombreux. Il s'agit par exemple des candidats dont les noms se trouvent dans la déclaration de candidature de la CENI, mais pas sur la liste provisoire publiée par la CENI mercredi 21 septembre. Les audiences de ce vendredi ont permis de trancher les affaires concernant les omissions et les erreurs. Passons à la page sportive congolaise. Regardez les résultats. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine d'actualité sportive. Commençons tout de suite avec l'Afrobasket Dames. La RDC est éliminée. En effet, la République démocratique du Congo a été battue vendredi 30 septembre par le Sénégal 54-85 en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations de basketball dames. Continuons avec la Vodacom Super League. Le Malekesa termine le championnat avec une victoire. Le tout solide Malekesa a remporté le mercredi 28 septembre son dernier match du championnat national de football 16e édition. L'équipe de Kisangani a battu le tout capable Elima au stade de Lumumba de Matadi 3-1. La seule victoire que ce club a remportée au cours de ce championnat. Bosefe, Mafolo et Bakongolia ont marqué pour le TS Malekesa. Le seul but d'Elima est l'œuvre de Moussa. Malgré cette victoire, Malekesa termine dernier du classement avec 4 points derrière son adversaire du jour, Elima 14 points. Par ailleurs, la Ligue nationale de football, la Linafoot, a suspendu le championnat à cause de la préparation de l'équipe nationale pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2012. Justement, continuons avec la CAN 2012, RDC Cameroun et léopards locaux internés à Kinshasa. En effet, les léopards qui évoluent au pays sont internés depuis le mercredi 28 septembre dans un hôtel à Kinshasa en prévision du dernier match des qualifications à la phase finale de la CAN 2012. La RDC va jouer contre le Cameroun à Kinshasa le vendredi 7 octobre. 18 des 26 joueurs locaux présélectionnés ont répondu à l'appel. 7 de Mazembe et un autre de Lupopo devraient arriver à Kinshasa le jeudi en provenance de Lubumbashi. Ce groupe sera rejoint le 3 octobre par les présélectionnés évoluant en Europe. Pour cette préparation, le sélectionneur de la RDC, Claude Leroy, a prévu 2 séances d'entraînement par jour. Voilà donc pour les nouvelles sportives et nous vous disons à la semaine prochaine. Pour finir cette actualité congolaise, nous allons terminer par la culture. À Kananga se passe la semaine des écrivains kassaïens. 80 auteurs vont présenter leurs livres. Et cette exposition a eu lieu le samedi 1er octobre. Merci de m'avoir suivi pendant cette actualité internationale et congolaise. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.